Bonsoir et bienvenue dans Décodons l'éco. Regardez cette image. C'est la richesse moyenne par habitant au niveau mondial depuis l'an 0 jusqu'aux années 2000. Regardez maintenant l'une de ses conséquences, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis les années 1700 jusqu'aux années 2000. Alors que l'on puise dans les ressources naturelles à un rythme effréné pour satisfaire notre consommation, notre modèle économique pourrait arriver à bout de souffle dans les prochaines décennies. Mais comment verdir notre économie? Pour en parler ce soir, je suis accompagnée par Samuel Gorouna. Bonsoir. Bonsoir. Samuel, tu es enseignant-chercheur en sciences économiques et responsable du campus de Baco, l'université et partenaire de cette émission. Alors Samuel, quel est le lien entre l'écologie et l'économie? Alors c'est vrai qu'en économie on parle beaucoup de production de richesses, mais la production des richesses, elle est d'abord au départ prélevée donc, de la nature. Bon, le nickel c'est un cas exemplaire. Évidemment pour avoir du nickel qu'on vend pour avoir de l'argent, on puise dans la ressource naturelle, mais il y a aussi toutes les autres activités qui, même si ça ne se voit pas trop, vous branchez un ordi, vous avez des machines, etc. Mais derrière, il y a de la production d'énergie et du coup, il y a aussi, vis-à-vis de la nature, un prélèvement de ressources. Alors, peut-on concilier écologie et rentabilité économique? Thomas Crosset veut croire que oui. Il commercialise des solutions à base de mycorhizes, des champignons microscopiques afin de remplacer les engrais chimiques. Il nous expliquera son pari sur l'avenir. Et puis Samuel, nous verrons avec toi que la fiscalité pourrait tous nous convertir beaucoup plus efficacement qu'une nouvelle réglementation. L'économie doit-elle se mettre au vert? C'est tout de suite dans Décodons l'éco. Alors on vient de présenter un graphique assez impressionnant, c'est celui de la richesse moyenne par habitant au niveau mondial depuis l'an 0 jusqu'aux années 2000. Alors Samuel, dès les années 1970, un groupe d'économistes avait tiré la sonnette d'alarme sur cette courbe. Oui, c'est vrai que le Club de Rome, qui est un club de réflexion avec des économistes et des hauts fonctionnaires, s'inquiète déjà de la trajectoire économique mondiale. Et donc, ce Club de Rome est créé en 68. Et ils vont demander à des économistes reconnus du MIT, une université américaine très connue, de faire un rapport sur du coup, les perspectives économiques mondiales. Et ce rapport, qu'on va appeler le rapport Mido de 72, va montrer que si on continuait notre trajectoire de la même façon que ça s'est fait durant les années 60-70, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on aurait un effondrement possible de notre système économique à partir de 2030. Et un effondrement, ça veut dire quoi concrètement? Un effondrement, ça veut dire que, bon, vous avez vu la courbe de tout à l'heure, du coup là on aurait une baisse assez brutale de la production mondiale. Pourquoi? Parce que ce serait dû à la pollution, nos prélèvements des ressources naturelles où la nature ne peut pas se renouveler. Et donc du coup, à partir de 2030, on pourrait avoir un effondrement de l'économie mondiale. Après ça, c'est une possibilité. Les économistes en question proposent plusieurs scénarios. Et parmi les scénarios, il y a aussi le fait de moins prélever de la ressource. Ça, c'est une autre possibilité. Ou alors que la ressource soit infinie. C'est pour certains, notamment au niveau énergétique, certains le pensent pour l'énergie du pétrole transformée en d'autres types d'énergie, etc. Et bien, même en changeant de ce type de scénario, on arriverait quand même si on ralentissait, puisqu'on pourrait avoir un scénario où on a des comportements beaucoup plus vertueux avec des énergies qui seraient renouvelables, etc. Donc on réduirait beaucoup la pollution. Et même si on réduit la pollution, on aurait de toute façon des éléments qui nous indiqueraient qu'à cause des ressources, à cause de la fertilité des sols, ce serait à horizon 2100. Donc on repousserait effectivement l'effondrement économique, mais on le repousserait à horizon 2100. C'est pas très réjouissant. C'est pas très réjouissant et je préciserai également que c'est évidemment le rapport 72, on peut considérer que c'est ancien, mais il y a des chercheurs qui ont refait les calculs récemment, en 2015 et jusqu'à aujourd'hui, et les modèles montrent que en fait les scénarios étaient plutôt solides et on arriverait quand même à la même conclusion.
Donc ce sont des économistes qui le disent, c'est pas Hollywood, quoi. Bien sûr, oui. Alors on a vu tout à l'heure les courbes au niveau mondial pour la richesse moyenne par habitant et pour les émissions de CO2. Qu'est-ce que ça donnerait, ces courbes rapportées chez nous, à la Calédonie? Alors en Calédonie, c'est vrai que je préciserai d'abord que la critique qui est faite par la Chine ou l'Inde vis-à-vis des pays européens et nord-américains, c'est de dire, ben oui, mais les courbes qu'on a vues tout à l'heure, c'est le résultat de votre évolution industrielle et de ce qu'ont fait les Européens et les Nord-Américains depuis 2 siècles. Voilà. Et donc ça c'est vrai. Sauf que la Calédonie, on est concerné également parce qu'on est dans le Pacifique, par le réchauffement climatique, par la montée des eaux, etc. Et donc il faut aussi que nous regardions et nous soyons intéressés par cette volonté de faire mieux et d'avoir des comportements vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et si on regarde les courbes de PIB en Calédonie depuis les années 60, eh bien on voit qu'en Calédonie, on a de même trajectoire. On a une production de richesse qui monte régulièrement, qui augmente régulièrement. On a multiplié notre richesse par 20, depuis 1965. Et si on regarde à côté la courbe de nos émissions de CO2, on a multiplié par 4 depuis les années 60. Donc on a une trajectoire un peu comparable. Donc il faut qu'on arrive à faire mieux à ce niveau-là. On est concerné. C'est ça. Alors tu viens de parler justement du CO2 qui est produit dans le pays. Il y a aussi le CO2 qui est produit hors du pays pour satisfaire notre modèle économique. Écoutez Dominique Lefebvre, c'est le PDG de Biscochoc qui fabrique du chocolat. Il nous explique qu'il n'arrive pas à trouver 10 kilos de mangue locale chaque année. Il doit donc aller les chercher ailleurs. Écoutez. On fait une tablette de chocolat aux pépites de mangue qu'on envoie au Japon. Il nous en faut 10 kilos par an. Alors vous imaginez le schéma des mangues. Comme on n'en trouve pas sur le territoire, c'est des mangues qui sont achetées par conteneur aux Philippines ou en Indonésie, qui vont en Europe. Et moi j'achète à un fournisseur en Italie mes 10 kilos. Et voilà, et ça revient là. Donc la mangue, pour atterrir au Japon, elle a fait 1,5 fois le tour de la Terre. Alors c'était un extrait de la restitution des travaux du Monde économique dans le cadre de la consultation sur l'avenir institutionnel, une conférence que vous pouvez revoir sur notre site caledonia.nc. Alors pour changer ce schéma, Biscochoc porte un projet d'agroforesterie sur la côte Est afin d'implanter de petites unités de transformation et développer une filière cacao locale. Alors c'est sûr que ça semble plus logique, mais le bémol qu'on entend souvent, c'est que ça doit être viable économiquement. Comment on place le curseur au bon endroit? C'est vrai que c'est toute la difficulté en Calédonie. En plus, on est dans un petit pays, donc arriver à des échelles où ça peut être rentable, c'est compliqué. Parfois, on parle de recyclage des déchets, mais souvent en Calédonie, quand vous faites des études pour savoir comment est-ce que vous allez monter une filière de recyclage, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de déchets. Donc c'est pas rentable. C'est pas rentable. Voilà. Donc du coup, c'est très compliqué si on veut garder quelque chose d'économiquement viable. Mais il y a des solutions, des choses qui se font. Il faut accepter encore parfois de payer un peu plus cher. Et en termes de soutenabilité pour nous, pour les économistes, l'idée c'est de dire qu'il y a 3 types de capitaux. Il y a le capital naturel qui est la ressource qu'on prélève, donc le nickel, c'est facile à l'avoir en tête. Et après, il y a le capital physique, c'est-à-dire pour produire du nickel, par exemple en Calédonie, on a construit des routes, des ponts, etc. Et les mineurs, on fait ça, on fait des villages miniers, etc. Donc ça, c'est du capital physique. Après, le capital humain, c'est à partir d'une ressource prélevée, on peut financer des écoles, des routes, des ponts. Enfin, pardon, le capital humain, c'est plutôt des écoles, les ingénieurs, etc. Et donc, du coup, il y a 3 types de capitaux. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on mixte les 3 types de capitaux et qu'on prélève un peu, certes, de ressources naturelles, mais sauf qu'on convertit en capital humain. Et donc, si on arrive à faire ça, ce serait l'idéal. Et donc il faut parvenir au bon mélange entre ces 3 capitaux. Est-ce que chez nous, en Calédonie, le modèle économique, il est équilibré entre ces 3 capitaux? Alors il y a 2 types de versions. Voilà. Il y a ceux qui disent que, chez les économistes, que les capitaux sont substituables entre eux, c'est-à-dire on prélève la ressource du nickel, sauf qu'on fait des écoles à côté, donc on a transformé du nickel en capital humain. Voilà. Il y a ceux qui disent non, on ne peut pas faire ça, et donc ça c'est la soutenabilité forte, et de dire que chaque fois qu'on a touché à l'environnement, à un endroit, du coup on a détruit des endémismes, on a détruit de la biodiversité, donc on ne peut pas en réalité substituer. On aura beau avoir des ingénieurs, ça ne compensera pas ça. Ça ne compensera pas la biodiversité qu'on a détruite. Voilà, ça c'est l'autre type de soutenabilité qu'on appelle soutenabilité forte. En Calédonie, si on regarde que la soutenabilité faible, c'est-à-dire que c'est substituable de transformer du capital humain du capital naturel en capital humain, c'est faisable, parce que ces ingénieurs en question vont travailler sur du solaire, vont travailler sur les éoliennes, etc. Et bien en Calédonie, on a une trajectoire qui est effectivement soutenable, sauf que, alors qu'on pourrait penser que c'est grâce au nickel qu'on a des écoles, des routes, des
dépensera, pas du tout. Ce sont les transferts de l'État qui rendent la trajectoire économique de la Calédonie soutenable du point de vue de la soutenabilité faible. Donc ce sont les transferts de l'État en réalité qui font que les routes, les ponts, les écoles, etc. et pas du tout le nickel, ce qui est un peu bizarre. Donc c'est pas le nickel qui finance finalement le capital physique, voire le capital humain. Non, pas du tout, malheureusement. Alors on verra pourtant tout à l'heure que le pacte de stabilité fiscale n'empêche pas de taxer le secteur minier. On vous dira comment dans la dernière partie de l'émission. Mais avant cela, je vous invite à découvrir un exemple qui fonctionne et qui illustre ce qu'on vient de dire. Cet exemple s'appelle Aura Pacifica. C'est l'entreprise cofondée par Thomas Crosset, une entreprise au modèle économique original. Regardez. Bienvenue à l'Université de Nouvelle-Calédonie, au laboratoire donc des sciences exactes et appliquées. Aura Pacifica est l'entreprise que Thomas a créée en 2018 pendant son post-doctorat grâce à un financement privé. Un investisseur parie sur les travaux de recherche de Thomas et décide de financer ce projet d'économie verte sans être certain du résultat final. Donc ici, c'est les spores du champignon. Donc ce sont les champignons en fait qui vont coloniser les racines des plantes et qui vont leur permettre d'aller mieux chercher l'eau et les nutriments. Et ces champignons, ils vont avoir d'autres intérêts. Ils vont permettre aussi à la plante de résister à certaines maladies racinaires. Ils vont permettre également de lever le stress donc des métaux qui sont présents dans le sol, de phytotoxicité. Et ils vont permettre globalement une meilleure vitalité et une amélioration de la croissance de la plante. C'est ce produit qu'on commercialise. On a différents clients, notamment donc Prony Ressources, donc sur l'axe plutôt minier. Ensuite, on a des clients plutôt au niveau agricole avec la Chambre d'agriculture. Et ce produit est remboursé donc à 75% par l'agence rurale pour les adhérents, donc bio-calédoniens ou repères, c'est-à-dire qui sont plutôt en agriculture biologique ou raisonnée. Bonjour Thomas, bienvenue. Michael fait partie des clients de Thomas. Il utilise son produit dans son exploitation d'agroforesterie. Tu vois là, on a 3 éléments. On a mes arbres supports. Là, tu vois un faux lilas, tu vois un faux poivrier. Après ici, on a des cultures intercalées entre les arbres, des tomates et des choux. Et de l'autre côté, on a de l'igname. Et en fait, les 3 éléments sont connectés par le sol avec les mycorhizes de Thomas. Économiquement, ici, on est sur une agriculture qui est basée... je dirais que ce n'est pas basé sur l'énergie fossile, le pétrole, ni sur les engrais, ni sur les traitements avec des pesticides. C'est basé sur la connaissance. Donc ça ne se voit pas, on ne peut pas le matérialiser. Et pourtant, c'est là tout autour de nous. Et donc le lien avec l'université et une entreprise innovante comme celle de Thomas, pour moi, elle est super importante. Puisque ce qui remplace finalement l'énergie fossile et les engrais, c'est la connaissance que nous apporte Thomas. Ici, tu vois une différence entre un plant non mycorhizé et mycorhizé, d'agrumes, et qui ont le même âge. Et tu vois, celui-ci est coupé, celui-ci ne l'est pas. C'est assez net. Aujourd'hui, son entreprise est à l'équilibre et lui permet de gagner sa vie. On est, je pense, la seule entreprise en Nouvelle-Calédonie à avoir besoin donc, des accords de Nagoya pour pouvoir vendre notre produit, puisque ce sont des micro-organismes vivants qui sont issus donc, des sols de la province sud. Donc, les accords de Nagoya, c'est le partage des avantages liés à une ressource biologique notamment. Donc là, on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à la province sud et 2% à l'université, puisque c'est elle qui a initié les travaux de recherche sur ces micro-organismes. Prochain projet, commercialiser des vitraux plants de bananiers. Aujourd'hui, tous les plants utilisés par les agriculteurs proviennent d'un laboratoire en France. Il ne s'agit donc pas d'espèces locales. Le potentiel économique est encore plus important que pour les mycorhizes. Ce qu'on vient de voir, c'est très concrètement de l'économie verte. Oui, et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait un peu de décroissance, de réduire un peu notre croissance, mais ce n'est pas un retour à l'âge de pierre. Hein. Il y a des possibilités, notamment avec la recherche. On peut développer de nouvelles filières qui soient plus soucieuses de l'environnement, et ça, c'est faisable. Hein. Alors on vient de voir un exemple d'économie verte appliquée au domaine de l'agriculture et de la recherche, ça paraît presque simple, mais concrètement ce ne sera pas aussi simple de verdir tous les secteurs de l'économie. Le secteur du nickel dont on parlait tout à l'heure par exemple est responsable de plus de la moitié des émissions de CO2. Est-ce que c'est possible de verdir ce secteur ?
Oui, c'est possible et il faut le faire parce qu'on a de la destruction des milieux naturels, les forêts, etc. Mais puis on a aussi tout ce qui est centrale à charbon, centrale à fuel, qui font qu'il y a des émissions de CO2 et qui expliquent nos courbes de tout à l'heure. Donc effectivement, il faut absolument le faire. Alors justement, lors de la présentation de la deuxième version du schéma de transition énergétique, il y a quelques semaines, à la CPS, un objectif a été fixé au secteur du nickel, faire entrer les énergies renouvelables dans sa consommation énergétique à hauteur de 30% d'ici 2030. C'est un engagement politique, c'est aussi l'engagement de certaines entreprises. Encore faut-il qu'il soit tenu. Il y a un autre outil, sans doute beaucoup plus efficace. Cet outil, c'est la fiscalité verte. En quoi ça consiste, Samuel ? En fait, l'idée, c'est qu'on peut faire de la réglementation, c'est-à-dire interdire tel type de produit, etc. Mais ce que les économistes montrent, c'est que c'est plus efficace d'inciter les gens à faire des choix vertueux plutôt que de leur imposer. Et l'idée, le principe de la fiscalité verte ou du verdissement de la fiscalité, c'est simplement de dire, en fait, s'il y a des activités ou des produits qui sont polluants, on met un malus et on les rend plus chers. Et puis s'il y a des activités ou des produits qui sont évidemment vertueux, qui ont des conséquences moindres pour l'environnement, du coup là on va valoriser et faire en sorte de rendre ces produits plus attractifs et donc moins chers. Donc on gagne à être écolo au sens propre. C'est ça, on gagne à être écolo et c'est malheureusement un peu ce qui marche le mieux, c'est que quand les individus ou les entreprises ont un intérêt financier à avoir un comportement vertueux, du coup ils le font plus que si ils n'ont pas l'intérêt personnel. Et ça se voit malheureusement à l'échelle mondiale. Et en rendant les produits moins chers, du coup on réoriente le comportement des gens. Alors, une étude approfondie a déjà été menée sur les solutions qui pourraient être appliquées au pays en matière de fiscalité verte. C'est une étude commandée par la CPS, à laquelle tu as participé, Samuel. Voici 2 mesures de fiscalité verte proposées par les auteurs de ce rapport. Parmi les taxes proposées dans le rapport, on trouve la TAP, la taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions. C'est une taxe qui existe depuis 2003, mais qui n'est appliquée qu'à une dizaine de produits, comme les pneus, taxés à 5%, ou les huiles lubrifiantes, taxées à 7 francs par kilo. Dans leur rapport sur la fiscalité calédonienne, le groupement de chercheurs propose de passer la TAP à un taux global de 3% et d'élargir son champ d'application. Cette taxe anti-pollution serait par exemple applicable aux solvants, à la peinture, aux insecticides et herbicides ou encore aux voitures, à l'exclusion des voitures électriques ou hybrides. Les recettes supplémentaires générées alimenteraient le fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions, comme c'est le cas actuellement. Ce fonds est géré par un comité dans lequel sont représentés le gouvernement, le Congrès et les provinces. Un autre produit pourrait être assujetti à la TAP. Il s'agit du ciment, son impact négatif sur l'environnement ayant été démontré. Mais dans le rapport, les chercheurs proposent d'orienter les recettes générées par la TAP sur le ciment vers la création de pépinières afin de planter des essences de bois exploitables à long terme. Du côté du financement des activités écologiques, le rapport propose par exemple de conditionner l'attribution de subventions provinciales au respect de l'environnement. Ainsi, tous les bénéficiaires d'une subvention provinciale devraient signer une charte d'engagement de préservation de l'environnement dans le cadre de la création d'une activité, d'un soutien de trésorerie ou d'un autre type d'aide prévue. Par exemple, un projet d'agriculture devrait s'engager à utiliser moins de pesticides afin d'être éligible à l'aide provinciale. Un projet touristique devrait s'engager à recycler ses déchets. Un projet immobilier devrait incorporer des matériaux recyclés et des énergies renouvelables. En cas de non-respect, les provinces pourraient appliquer une pénalité sur la subvention. Alors, il y a un autre exemple cité dans le rapport et qu'on n'a pas mentionné dans ce reportage, c'est la taxe carbone, qui est sans doute l'élément le plus connu de la fiscalité verte. Oui, c'est vrai que la taxe carbone a été introduite dans les pays européens, notamment en Suède, à partir des débuts des années 90. Donc ça date d'il y a 30 ans. C'est toujours pas le cas en Calédonie, mais il faut espérer qu'on y arrive un jour. Alors la taxe carbone, c'est quoi l'idée? C'est du coup de faire le principe de pollueur-payeur. Donc du coup, ceux qui utilisent des produits qui émettent des gaz à effet de serre, du coup, payent une taxe et on a le produit qui devient plus cher. Donc c'est pour ça qu'on va taxer l'essence par exemple plus cher parce qu'on aura la taxe carbone qui va prendre en compte le fait qu'on va polluer et émettre des gaz à effet de serre.
Et ce serait possible de l'appliquer chez nous Alors c'est un peu le problème en Calédonie, c'est que le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est le secteur du nickel. Et pour le secteur du nickel, au début des années 2000, la Calédonie a fait signer avec les opérateurs, notamment des usines du Nord et du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte de stabilité fiscale, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de leur imposer des taxes supplémentaires dans ces secteurs-là. Et donc ce qui fait que c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à faire des taxes supplémentaires, notamment la taxe carbone, ce qui serait impossible du coup. Ça nous est interdit par la loi, quoi. Par la loi, c'est ça. Alors, il existe quand même certaines taxes payées aujourd'hui par les mineurs, comme par exemple la redevance superficiaire. Oui, alors la redevance superficiaire, c'est grosso modo, bon, vous avez une concession et selon les hectares que vous avez, bon, c'est des milliers d'hectares hein, pour une concession, vous allez payer soit 800 francs l'hectare, soit 1000 francs l'hectare. Donc voilà, c'est pas grand-chose et ça rapporte à la Calédonie 250 millions par an. Ce qui est très peu. Ce qui est très très peu, surtout pour la masse du coup d'argent et du coup les impacts environnementaux qu'il y a autour. Et donc du coup, dans le rapport cité, on a fait une proposition qui est un peu différente des précédentes, puisqu'en fait, la redevance nickel qui a été proposée à plusieurs reprises en 2013, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été 2 fois au Conseil d'État et s'est fait retoquer 2 fois sur sa proposition de redevance nickel. C'est-à-dire, on leur a dit que ce n'était pas possible d'instaurer ça à cause du pacte de stabilité. À cause du pacte de stabilité, voilà. Et donc l'idée, du coup, c'est de dire, en fait, on ne va pas créer de nouvelles redevances, on va simplement partir de la redevance superficiaire, sauf qu'on va indexer, disons, la redevance superficiaire aussi à la qualité du sous-sol. Donc, plus on a du nickel dans le sous-sol, et plus c'est intéressant, et donc, du coup, plus la concession devrait être plus chère. Et donc, c'est ça l'idée, donc pas que la superficie. Et pour cela, c'est possible de faire prélever 5000 francs la tonne de nickel, par exemple, ce qui est, encore une fois, pas beaucoup, hein, c'est très très peu. C'est la tonne de nickel et pas la tonne de minerai. Hein. D'accord. Et donc, du coup, si on fait payer ça aux opérateurs, ça veut dire que ceux qui ont une concession où on a beaucoup plus de nickel, du coup, payent plus que ceux qui en ont beaucoup moins. Et donc là, ça rapporterait grosso modo 1,250 milliard. Donc du coup, on aurait à la fin une redevance superficiaire qui, au lieu de rapporter 250 millions, rapporterait 1,5 milliard. Donc c'est pas grand-chose, encore une fois, mais sauf que c'est déjà mieux que ce qu'on avait précédemment. Et ça, pourquoi c'est pas incompatible avec le pacte de stabilité fiscale? Ça passerait l'étape du Conseil d'État. Disons que c'est pas une nouvelle redevance, parce que la redevance existe déjà. C'est simplement, voilà, vous achetez un terrain à Boulou-Paris, il coûte moins cher que si vous achetez à Nouméa. C'est un peu la même idée, c'est que vous allez payer une redevance pas seulement sur la superficie, mais aussi selon le type de sol, enfin le sous-sol que vous avez. Donc on augmente une taxe qui existe déjà finalement, et donc c'est 1,2 milliard. À quoi il pourrait servir Alors on parle beaucoup depuis ces derniers temps, y compris de la redevance nickel, mais aussi des fonds. On a le fonds nickel qui perçoit déjà ses ressources financières et qui fait déjà de la revégétalisation, ou notamment quand l'activité minière est au plus bas. L'idée, c'est de poursuivre, mais cette fois avec un fonds, soit pour les générations futures, soit un fonds souverain, et qu'on commencera à alimenter. Après, c'est comme la taxe carbone, c'est-à-dire la taxe carbone, elle commence à un taux très bas, et puis après, au fur et à mesure, on progresse. Et là, c'est pareil, on pourrait faire progresser au fur et à mesure les redevances. Et à ce moment-là, si on a suffisamment d'argent dans ce fonds-là, du coup, on peut investir dans des activités nouvelles, dans la recherche, puisque le reportage a bien montré tout à l'heure, c'est possible, avec la biodiversité que l'on a, d'arriver à développer des filières. Et donc le fonds souverain en question, il pourrait avoir cet objectif-là de nouveaux secteurs, de secteurs plus vertueux, enfin en tout cas, l'impact environnementaux beaucoup moindre que précédemment. Et ça, c'est possible de faire. Alors en même temps, le fonds souverain, on en entend parler depuis des années, il n'a toujours pas vu le jour. Là, tu nous dis que finalement, ce serait possible d'avoir des fonds pour l'alimenter. Qu'est-ce qui coince finalement Après, c'est de la volonté évidemment politique, et puis voilà, faut y aller. C'est vrai que le secteur du nickel, c'est beaucoup d'emplois, faut être honnête, et donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu peur de s'attaquer au secteur du nickel, mais c'est aussi notre responsabilité face aux impacts environnementaux et aussi pour les générations futures, parce que si on parlait tout à l'heure des horizons 2050 à 2100, c'est proche, c'est pas non plus quelque chose
que nos enfants auront certainement. Mais est-ce que c'est le moment d'augmenter une taxe alors que le secteur du nickel n'est pas en très grande forme? C'est pour ça que c'est très très bas. Le niveau de taxe proposé est très très bas. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. 5 000 francs la tonne. Vous avez calculé l'impact sur les entreprises? Dans les études qu'on a citées, les impacts ont été calculés et du coup, c'est très 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 peu par rapport au cours du LME aujourd'hui qui a 18 000 $ la tonne, c'est vraiment pas pareil. Donc c'est donc possible. C'est possible, absolument. Merci Samuel pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez prochainement la revoir sur notre site caledonia.nc. Bonne soirée sur Calédonia.